Et donc, on accueille maintenant Estelle Rouquette. Estelle Rouquette, qui est historienne, qui est aussi directrice du musée de la Camargue, qui nous fait l'amitié de venir dans un contexte particulièrement chargé. Et quand même, une note, on a parlé ce matin du fait que l'histoire environnementale, c'était une discipline qui était naissante en France, mais il faut bien dire que donc, dans le musée que dirige Estelle, il y a vraiment, ils sont vraiment à la pointe sur ces questions de comment est-ce qu'on historicise l'histoire de cet environnement tellement particulier qu'est celui de la Camargue. Merci beaucoup, Estelle, d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée aussi. Donc oui, ma discipline de départ, c'est l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art, l'ethnologie. Donc j'ai fait un mix de tout ça pour m'amener en fait à me questionner sur plutôt à quoi sert l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé votre intervention ce matin. J'ai commencé à me questionner lorsque Patrick Boucheron est entré au Collège de France et a fait sa conférence sur à quoi sert l'histoire. Et c'est vrai que, à part nous régaler, puisqu'on c'est quand même un plaisir que de faire de l'histoire, il faut que cette histoire puisse servir. Et ce que je fais, c'est justement au Parc naturel régional, où je suis conservateur du patrimoine. J'essaye de remonter l'histoire pour comprendre pourquoi aujourd'hui nous en sommes là, et sur l'identité de ce territoire, sur l'image qu'il véhicule à travers le monde. Et plus précisément, aujourd'hui, et dans la prochaine exposition que nous allons présenter, qui va s'intituler « La Camargue entre deux eaux », pourquoi ces changements climatiques sont perçus comme des crises et pourquoi aujourd'hui ils génèrent des tensions extrêmes sur notre territoire. Donc nous allons d'abord justement regarder un peu ce territoire. Quand je vous parle de la Camargue, nous sommes donc sur une île, encore un point commun avec votre intervention, au cœur d'un delta qui est le delta du Rhône, qui va donc de Fos au Vidourle, en gros. Et cette île, à travers l'histoire et le temps des hommes, hein, donc un temps très court, puisqu'elle n'est occupée que depuis l'Antiquité, vraiment elle n'est habitée que depuis l'Antiquité. Auparavant, c'est une zone de prélèvement seulement. Cette île, en fait, est classée, érigée en parc naturel régional en 70 par la DATAR. Donc, vous avez parlé de cet état qui va, par des ingénieurs, aménager le territoire, penser l'aménagement du territoire. Et donc, c'est en 66 que Olivier Guichard, qui est le ministre du Plan, va donc au sein du gouvernement de Pompidou, qui est Premier ministre, après la reconstruction. On va penser l'organisation de territoires qui sont en déprise économique et qui sont bien souvent touchés par l'exode rural, puisque tout le monde veut aller en ville chercher du travail. C'est un peu la fin de l'agriculture et la fin des paysages que nous apprécions. Et donc, le congrès de l'URSS se déroule à l'URSS en Provence en septembre 66. Et là, il y a beaucoup de gens de diverses professions, plutôt intellectuels de gauche, à qui la DATAR, pilotée par Olivier Guichard, plutôt de droite, va confier l'invention d'un outil pour penser le territoire avec ces populations, pour revaloriser les populations et les fixer. Et on va implanter les parcs naturels régionaux qu'on va malheureusement très très mal nommer, puisque quand on a parlé de parcs, on a parlé ce matin de territoires sanctuarisés, naturels en plus, alors que c'était un projet culturel, économique, d'environnement, vraiment d'accompagnement des populations dans des projets à qui on leur demande de penser avec des élus, bien sûr. Donc on met tout ce monde autour de la table. Il en sort une charte qui, pendant 15 ans, va orienter l'évolution, l'aménagement, enfin ce qu'on appelle aménagement, mais qui n'est pas vraiment des travaux d'aménagement, mais comment aménager économiquement ce territoire pour que son environnement soit à la fois respecté. C'est le fruit, alors en Camargue, on va vous le dire, c'est une interaction entre la nature et l'homme, les activités humaines qui ont façonné un paysage. Effectivement, ces activités sont très prégnantes et elles ont une marque très forte depuis le 19e siècle. Auparavant aussi, hein, voilà, au fil du temps, depuis l'Antiquité, l'homme tente de maîtriser ce sol
qui est très perturbée par les débordements du Rhône face à la mer, qui elle aussi se permet des intrusions dans les activités humaines. Et donc voilà, toutes ces perturbations, on a tenté au fil du temps de les arrêter. Et on y arrive au 19e siècle. Donc on va remonter un peu dans cette histoire. Donc la Datar, voilà, qui va créer en même temps, en 68, la zone industrielle-portuaire de Fos, qui est un projet pétrolier, chimique, économique, dans une zone dont les paysages sont... C'est le delta aussi, hein, voilà, les gens encore vivants qui ont connu Fos avant la zone industrielle-portuaire vous diront que c'était un lieu magnifique. Il faut imaginer ce village de Fos sur son rocher, au milieu des salins et des étangs. Voilà, hop, sacrifier Fos. Et de l'autre côté, c'est la mission Racine, avec son projet de développement touristique, là où les populations sont aussi en déprise, touchées par la fin de la viticulture. Et on va imaginer un moyen de d'attirer des touristes en Languedoc, Roussillon, jusque donc à la frontière espagnole par 6 stations balnéaires, dont la plus insigne et la plus proche sera la Grande Motte. Là où, je reprends les mots d'Olivier Guichard et de la Datar, il n'y avait rien. Parce que le sable, l'horizon, à perte de vue, c'était rien, c'était le vide, donc tout était possible. Hormis, au cœur de ce delta, la Camargue qui, elle, va être protégée. Alors, Luc Hoffmann a fait partie, avec beaucoup de gens qui connaissaient Olivier Guichard, des personnes qui ont influé pour que cet outil qui venait d'être inventé en 1966 puisse être expérimenté en Camargue, dans l'île de Camargue. Et donc, le parc est créé sur, au départ, 80 000 hectares. Là, aujourd'hui, vous en voyez les contours sur la rive gauche du Grand Rhône. Toute la partie plan du bourg est intégrée et les limites du parc à l'ouest sont celles du Petit Rhône et de ce qui s'appelle géographiquement réellement la Petite Camargue, qui est sur la commune des Saintes et qui est entre un ancien bras du Rhône. On va y revenir sur les divagations du Rhône. Et donc, on a aujourd'hui sur 100 000 hectares 10 000 habitants, ce qui nous donne une densité de population de 10 habitants au kilomètre carré, donc une population très faible par rapport à la surface. Pour vous donner un ordre d'idée, au Mali, aujourd'hui, il y a 15 habitants au kilomètre carré. Donc c'est un territoire peu peuplé, mais par contre très aménagé. Voilà. Hop. Donc voilà, si nous remontons, alors ma curiosité m'a conduite à étudier les représentations de la Camargue. Les premières, ce sont là des portulans. C'est un portulan qui est d'origine génoise, où l'on voit l'île de Camargue en or, avec, vous voyez, Aigues-Mortes. Alors, on renverse, il n'y avait pas de code de représentation, le nord en haut et le sud en bas. Là, on a le nord à droite avec Carle. Et puis, cette île qui représentait un peu, alors avec de l'or, une peinture dorée. Et la lagune tout autour, qui va jusqu'aux étangs de Moguio, jusqu'à Montpellier, où ces petits pointillés rouges indiquent que les fonds sont hauts et que donc on ne peut naviguer qu'en bateau à faible tirant d'eau. Et par contre, tous les points noirs qui sont plutôt côté rivage marin sont les zones de mouillage. Donc ça, c'est un détail. Et donc, je remonte encore plus loin, à une époque où on ne faisait pas de cartes, mais où on connaît, grâce aux géomorphologues et aux personnes qui étudient le climat, ce qu'était ce territoire bien avant que l'homme n'existe même, puisque je remonte au Miocène, entre 23 000 et 5 millions d'années, où là, une mer allait jusqu'à Lyon, et l'on voit en bas, tout en bas, la ville d'Arles, le rocher de Trinquetaille, qui sort de cette mer du Miocène, qui a eu une durée de vie très très longue. Et à partir de 14 millions d'années, le climat va se refroidir. Du coup, les glaciers vont retenir de l'eau et la mer va reculer. Et donc là, on a une dynamique. Vous voyez là l'impact de cette mer du Miocène. Et donc,
les premières traces de nos deux fleuves qui vont former le delta du Rhône, qui sont la Durance et le Rhône. La Durance était là bien avant le Rhône. On la voit là, qui courait, alors beaucoup plus fougueuse, elle charriait énormément de matériaux, d'où les galets qui sont en fait dans l'accro, le cône de déjection de la Durance. C'est pareil sur la costière côté gare. Et donc, elle va, avoir un cours beaucoup plus direct, beaucoup plus puissant que celui du Rhône. Et avec cette érosion, elle va pouvoir former un plateau continental sur lequel va arriver mollement le Rhône, qui lui vient de la Suisse et qui va emprunter justement cette faille qu'avait emprunté la mer du Miocène et qui va descendre nord-sud et commencer à charrier lui aussi, alors beaucoup moins de matériaux que la Durance, mais beaucoup des sédiments, du sable, et ça va être son rôle jusqu'à présent. Et donc les premiers humains arrivent, je vous en ai mis un là que je n'ai pas connu, mais qui pourrait ressembler à l'homme de Néandertal. Et ils commencent à tailler. Donc je fais une histoire très, très brève. Hein. Dans les galets de la Durance, en fait, qui sont de la variolite, et on retrouve ces pierres taillées, mais elles ne sont pas dans le delta, puisque le delta, ce que nous appelons aujourd'hui la Camargue, n'existe pas. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui restent sur les hauteurs et qui descendent par contre prélevés, puisque les zones humides, nous le savons, sont des zones très riches en biodiversité. Et la biodiversité, ça se mange. Et donc, il y a 400 000 ans, là, nous avons les premiers sapiens qui arrivent. On voit la Durance à droite dans son cours tout en rouge. Elle s'est éloignée du Rhône temporairement, et le Rhône qui continue à faire son delta. Alors, un delta, ça renvoie à la lettre grecque delta, mais ce n'est pas forcément cette forme-là. On a le delta de l'Èbre qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit là sur la carte. C'est simplement c'est l'embouchure du fleuve sur la mer, et ça peut prendre diverses formes. Et donc, ces humains qui sont très vigoureux sont adaptés au froid, aux glaciations. Et les voilà, leur évolution, boum, 80 000 ans avant notre ère. Alors, toutes ces variations qui se font naturellement, hein, puisqu'il n'y a pas encore... nous sommes très loin de l'Anthropocène. L'homme les subit, si on peut dire, il s'y adapte, et elles vont donner des formes très différentes à ces deltas, et des cours aussi différents à ces deux fleuves, qui en fait ont une histoire très, très parallèle. Hein. Avant que... Hop, on voit là, donc on se perfectionne. Maintenant, ce sont des silex, des racloirs beaucoup plus élaborés et des humains qui vont se sédentariser. Ici, on voit justement, on est à l'époque alors de la grotte Cosquer, pour vous situer, puisque ça fait l'actualité maintenant. On voit que la Durance a été soumise par le Rhône. Son cours, son débit a baissé, et c'est le fleuve donc, qui va récupérer les sédiments et l'eau que la Durance amène. Et on va commencer à élever l'humain, donc se sédentarisant, on va se lancer dans l'élevage, l'agriculture. Donc là, je vous ai mis une belle photo de Lionel Roux, dont il faut aller voir l'exposition au musée de la Camargue actuellement, qui représente l'accro, l'élevage au vin dans l'accro. Et là, donc, il y a 7000 ans, commence l'histoire de ce qu'on va appeler la Camargue. On voit ici, alors... Ça va se former par... c'est une association hein, de la force de la mer et de celle du Rhône. Le Rhône amène des sédiments et hop, la mer les repousse. Et ça va créer le littoral, une lagune. Vous voyez ici que c'est encore très, très complexe. On a la Camargue fluvio-lacustre qui est au nord, enfin, schématiquement, hein, qu'on va situer plus au nord, qui est déjà en train de se former. Et les différents littoraux qui vont avancer au fil du temps. Donc l'homme, bien sûr, n'est pas présent en permanence sur cette partie, surtout la partie sud. Et là, donc, on fait un bond dans l'histoire. On est au 6e, 4e siècle de notre ère, où l'on voit en pointillé. Alors, tout ça est revu régulièrement, hein, puisqu'on a Claude Vella, les géomorphologues qui bossent beaucoup sur le sujet, les archéologues aussi qui vont s'associer, justement, associer leurs découvertes à celles des géomorphologues. Tout ça se fait par un travail collaboratif au sein du CEREJ et du DRASM. Et là, on voit la Camargue, donc au moment où les Grecs arrivent chez nous, donc on est en 600 avant notre ère,
Et les premiers établissements humains qui sont en rouge, là, en petit point rouge, montrent qu'en fait, l'homme va chercher le fleuve d'abord pour se déplacer, pour avoir de l'eau douce, parce qu'on est sur un territoire qui est salé. On a vu que c'était du sable que le Rhône a mené sur la mer. Donc, naturellement, la Camargue est salée et elle l'est toujours encore. Donc, si on veut pouvoir vivre, à mener une vie sur ce territoire, c'est en y apportant de l'eau douce, déjà pour que l'humain puisse s'abreuver et faire pousser les plantes qu'il souhaite cultiver. Et donc là, au IIIe siècle de notre ère, on a fait un grand bond aussi. On voit les Saintes-Maries de la Mer très en avant, avec des épaves. Tous les points rouges, ce sont les découvertes archéologiques. On voit que c'est toujours concentré autour des embouchures, enfin de cette embouchure, et puis surtout des cours du fleuve. Et tout ce qui est en grisé, c'est ce qui n'existe pas encore. Donc là, on est vraiment à notre ère, on se rapproche, c'est rien, 2000 ans, à la lueur de l'histoire de ce territoire. Hop, ça veut changer, voilà. On continue. Et aujourd'hui, on arrive à avoir une connaissance assez précise de tous les anciens cours du Rhône que vous voyez là en pointillé, des différents littoraux, de leur progression, des lieux où ont vécu les hommes. Là, c'est à la Tour du Valat. On a même des historiens, des archéologues qui s'amusent, je ne dis pas qu'ils s'amusent, mais qui tentent de représenter ces lieux tels que, pour nous aider à les imaginer mieux. Là, c'est le Rhône d'Ulmé qui se trouve, c'est un ancien Rhône asséché, qui était le Rhône navigable à partir du IVe siècle jusqu'au Moyen-Âge. La preuve, c'est que des moines sont allés s'y installer, mais au Xe siècle, XIe siècle, ils ne sont pas restés longtemps, puisque en fait, ce Rhône a beaucoup bougé. Et il a chassé les moines, qui ont eu aussi des histoires avec les gens des Saintes, qui ne vivaient pas très loin, qui étaient... Voilà. Ils n'avaient pas les mêmes intérêts. Certains voulaient du bois, d'autres voulaient préserver les forêts. Bien sûr, les moines préservaient les forêts, les saintois voulaient du bois. Et donc, on sait aujourd'hui, voilà, grâce à toutes ces restitutions et tous ces travaux, comment le Rhône s'est déplacé dans ce delta et les activités humaines qui ont suivi. Et puis, il y a quelque chose qui s'est bien dégagé de toute cette histoire et qui va toucher l'ensemble de la planète. Donc, on sort de notre delta et on regarde plus largement la planète qui va subir ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui va commencer de 1350 à 1850. Et la Camargue, bien sûr, n'est pas épargnée de ce qui se passe. Et on va voir que, justement, ce petit âge glaciaire, donc, qui apporte du froid, va provoquer donc, une augmentation du débit du Rhône, surtout au moment de la fonte des neiges, où les cumuls vont d'un coup débouler avec force, vigueur vers la mer. Et là, un facteur humain qui intervient, c'est la déforestation, puisque depuis le Moyen-Âge, on déforeste les Alpes, on se sert du bois pour construire, pour... des bateaux, des maisons, pour se chauffer, etc. Et puis surtout pour cultiver aussi, puisque les terrains libérés par les forêts vont servir à l'agriculture. Et donc, cette déforestation va entraîner une érosion forte qui va servir au Rhône à se nourrir et qui va nous apporter des sédiments qui, d'un coup, vont former ce qu'on appelle la basse Camargue, c'est-à-dire toute la partie de Salins de Giraud, à partir du sud du Vaccarès. Et donc ça, en quelques années, on voit surgir une terre et puis surtout un fleuve qui va prendre la place de celui qui était, vous avez vu au Sainte-Marie de la Mer, celui qui était navigué par les Romains. Et donc, les activités portuaires vont se déporter vers l'Est. Et là, on est sur le territoire des Marseillais. Alors, je ne vous raconte pas toute l'histoire du Rhône des Marseillais, mais tout ce golfe qui va aujourd'hui être la zone industrialo-portuaire de Fos était déjà une zone très, très aménagée, très active à ce moment-là, parce que les Grecs installés, déjà depuis les Phéniciens, il y avait des activités de ce côté-là. Et donc, on va avoir un lien très, très fort
avec tout l'est de ce qu'on appelle les Bouches-du-Rhône, et on n'appelle pas ce département les Bouches-du-Rhône pour rien non plus. C'est parce que vraiment, c'était un point stratégique à la fois pour le commerce, pour la politique. C'était une voie de pénétration dans le continent européen quand on venait de Méditerranée. Et tout va passer par ce grand Rhône. On parle de la foire de Beaucaire, mais c'est rien dans l'histoire. C'était cette foire qui amenait des Turcs et toutes les denrées qui venaient d'Orient jusque vers Beaucaire, et tout ça faisait la richesse d'Arles, la richesse aussi des pilotes qui remontaient les bateaux sur un Rhône qui était très difficile à naviguer. Enfin voilà, donc je passe. Et donc cette idée que le Rhône avait formé la Camargue, elle est très ancienne, puisque déjà dès le XVIIe siècle, on sait. Vous voyez sur cette carte, qui est une carte de Bompard, on voit que ce qu'on appelle les tignes, qui sont représentés en bas de la carte, sont les sédiments qui sont amenés par le fleuve. Alors si on les connaît, c'est parce qu'à la fois elles perturbent la navigation de cette partie est du delta, qui est vraiment la partie stratégique. Ce cours du fleuve, le débit du fleuve qui est très important, il va perturber la mer. Du coup, pour rentrer, il va falloir faire des canaux pour remonter. Voilà, tous ces aménagements, ils vont être impactés par ce qui, en définitive, est le petit âge glaciaire et ce refroidissement qui va obliger l'humain à l'embouchure au bout du Rhône à revoir ses activités, mais aussi à prendre conscience de ces changements et à s'y adapter. Alors là, on a les accidents climatiques, ce qu'on appelle accidents, qui est un mot négatif, mais qui est utilisé. Il faudrait peut-être revoir le vocabulaire aussi. Ce sont des inondations très fréquentes, parce que quand le Rhône déboule, il va inonder, mais à la fois, il fertilise, mais il emporte les biens, les personnes, les bétails. Et donc tous ces accidents, ils sont répertoriés, et on se rend compte qu'ils ont un impact important sur l'économie, sur le quotidien des populations ici, et que donc ça va aussi rentrer dans les mentalités. Le Rhône est un ennemi petit à petit. On va se défendre du Rhône, on va faire des digues, on en tire bien sûr des ressources, mais on en a peur. D'où les légendes aussi qui vont toucher le fleuve, la Tarasque, le Drac, etc. Et on voit sur cette carte qui date de 1758 que l'accroissement des terres sur la mer, alors même si les mesures ne sont pas exactes, c'est très schématisé, en tout cas on sait depuis le XVIIIe siècle qu'on a eu un delta qui a progressé sur la mer et que les terres que l'on a conquises sont conquises sur la mer au fur et à mesure, au fil du temps, et on arrive à dater approximativement cette conquête. Et là, on a une carte de Cassini, qui est la dernière certainement des Cassini, qui sont des géographes qui ont travaillé depuis Louis XIV jusqu'à la Révolution et bien après, au moment de la Restauration, pour la monarchie, que j'ai associé, parce que la carte, c'est un outil de conquête des territoires aussi. Et c'est ce que voulaient les rois de France, c'était faire d'abord de leur territoire un territoire productif du royaume, globalement, mais surtout de ce territoire de Camargue qui était plein de ressources, mais qu'on n'arrivait pas à dompter. Et donc, il va y avoir tout un tas d'études qui vont être conduites. Je mets cette citation de Buffon parce que pour moi, elle est vraiment intéressante par rapport à ce que l'on dit. La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. Ça date de 1778. Cette conquête, elle est déjà en cours. Bon, j'ai mis ce livre parce qu'il m'a permis de faire le parallèle entre la conquête et l'impact de la conquête des Amériques et de tout ce qu'on a, les mentalités aussi qu'on avait quand on est allé conquérir ces territoires, en pensant aussi changer le climat. On voulait amener en déforestant, en arrêtant les activités humaines qui étaient déjà inscrites et qui faisaient l'environnement de ces territoires. On a mené non seulement notre organisation sociale, nos lois, mais aussi notre climat. On pensait pouvoir déporter les climats et amener le climat de Bordeaux à New York ou je ne sais où. Et dans ce bouquin, je suis tombée par hasard j'ai fait le lien d'un coup entre ce qui s'est passé en 1815, l'éruption de ce volcan en Indonésie qui a perturbé le climat. Donc ça, c'est une action du climat, c'est naturel.
qui va avoir des incidences, on le voit là dans la peinture, puisqu'on va appeler les années qui ont suivi l'année sans été. Et en Camargue, bizarre, enfin pas en Camargue, mais dans tout le pays d'Arles, on va payer très cher ces perturbations. Et là, c'est vraiment d'un coup la mondialisation qui m'est apparue. Je me suis dit, mais voilà, la Camargue, il faut la replacer dans cette histoire mondiale du climat, des activités et des perturbations, comme l'avait été le petit âge glaciaire. Et je tombe sur un des nombreux rapports sur la Camargue d'ingénieurs du roi ou de l'Empire qui viennent pour enquêter sur ce qu'on peut faire de ce territoire, comment mieux l'exploiter, comment le conquérir. On est vraiment dans l'idée qu'il faut coloniser la Camargue. Et donc Poul, qui est l'un des ingénieurs, alors lui aussi, voilà, il va faire des rapports sur la débilité des gens en Camargue, sur les moustiques qui les pillent. Donc en fait, voilà, il faut apprivoiser ce territoire, comme on va apprivoiser ces gens, ces sauvages, c'est des choses qui, aujourd'hui, on va retrouver dans le vocabulaire qu'on emploie lorsqu'on parle de la Camargue, qui est de dire, voilà, c'est un territoire sauvage, ce que ça n'est pas, et que ça ne veut pas être les Camarguais. Aujourd'hui, si vous leur reparlez de réensauvagement, ils lèvent les bras au ciel. Mais par contre, dans la publicité, Camargue sauvage, le riz sauvage, tout est sauvage, parce que ça attire. Et donc, on est voilà, dans ce paradoxe du sauvage qui serait notre identité, mais dont on ne veut plus. Et donc, voilà, on est dans des tensions voilà, par rapport, surtout aujourd'hui, je passe l'histoire des inondations et de tout ce que l'on va faire pour empêcher les inondations. Mais du coup, ces inondations, elles vont saliniser, elles vont avoir pour conséquence la salinisation des sols, puisque le Rhône ne lessive plus. Mais tout ça, en définitive, à l'aune de l'ère industrielle et de la toute-puissance que l'on pense avoir acquise depuis, la mondialisation aussi, le commerce, je pense par exemple à 1860, c'est la crise céréalière parce que les blés d'Ukraine déjà arrivent moins cher et vont provoquer une crise céréalière chez nous. Mais du coup, on se dit, ben, si on épuise les sols chez nous, en définitive, on va aller les chercher ailleurs. Il y a l'Algérie qui va, qui va aussi nous apporter des ressources. Donc voilà, la colonisation des terres et la mondialisation de ces échanges commerciaux à travers le monde, ils vont nous masquer en fait des réalités qui étaient déjà dans les mentalités. On savait qu'on pouvait changer le climat, on savait que nos activités pouvaient avoir des incidences positives ou négatives sur le climat. Et là, à partir de là, on s'en moque parce que de toute façon, ce qu'on ne trouvera pas d'un côté, on ira avec le train, avec le bateau, le chercher ailleurs. J'ai mis le château d'Avignon parce que pour moi, c'est vraiment une enclave dans la Camargue de cette maîtrise totale de la nature grâce à l'eau du Rhône. Là, on est arrivé au max de ce qu'on pouvait faire, avec même un filtre Pasteur-Chamberlain qui permettait d'avoir de l'eau potable dans un territoire insalubre où personne ne voulait venir vivre. Ici, donc aujourd'hui, voilà ce qui se passe, mais qui est déjà constaté, puisque là, on a des photos qui montrent la disparition du phare de Faraman, l'érosion du littoral, qui est un problème qui se pose depuis plus d'un siècle, les inondations du Rhône qu'on croyait avoir domptées depuis 1856, mais qui recommencent en 1993-94. La question de la salinité du sol, qui est, je reviens là, elle est très connue par rapport à cette enquête de la DATAR. Le rapport du GIEC qui alarme tout le monde. Et d'un coup, on redécouvre que la Camargue, en fait, c'est un territoire qui a toujours bougé. On redécouvre cette dynamique, cette présence de la mer. Du Rhône, maintenant, on se dit, en définitive, on ne craint plus rien du Rhône parce qu'on a monté des digues de 10 mètres de haut. Et la nature va reprendre ses droits. Alors, ça, ce sont quelques articles de presse que j'ai mis, mais qui sont des articles voilà, qui vous donnent un peu le ton de ce qui se passe actuellement et voilà, le paradoxe dans lequel on va se trouver, d'un territoire qu'on a voulu figer, qui se remet à vivre et qui nous oblige à réinventer un avenir pour lequel le parc de Camargue, bien sûr, sera l'un des acteurs majeurs, s'il le peut. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si tu es d'accord, Estelle, comme la prochaine présentation sera aussi sur les questions de la Camargue, on va prendre une ou deux questions, puis ensuite on fera des questions groupées pour la séance d'après. Est-ce qu'il y a des questions
que vous voulez poser à Estelle Rouquette? Any questions for Estelle Rouquette? Moi, je vais en poser une alors. Ce petit âge glaciaire qui a eu lieu, est-ce que finalement est-ce qu'on a des explications claires dessus? Est-ce qu'il a été un peu différent d'autres régions dues à des questions justement topographiques sur le continent? Alors, le petit âge glaciaire, en fait, il va toucher toute la planète, certainement. Je ne sais pas, vous qui avez peut-être plus de connaissances que moi là-dessus, sur l'histoire du petit âge glaciaire. En tout cas, Frézos, dans son livre, parle certainement d'une des conséquences de la colonisation de l'Amérique et des changements d'activité. Du fait de la colonisation, on va déboiser, on va décimer les populations qui vivaient et qui avaient certaines activités. Du coup, on change aussi localement le climat de toute l'Amérique, du nord et du sud, et ça peut avoir une incidence, ça peut engager justement ce petit âge glaciaire. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos que moi là-dessus, sur le départ. Non. Oui, voilà, il y a peut-être aussi un changement d'inclinaison de la Terre. Merci. Quand vous avez mentionné le point de vue du GIEC, vous avez semblé mentionner avec un tout petit peu de décalage ou de distance qu'est-ce que vous pensez quand le GIEC fait un rapport et fait un point de vue sur comment est-ce que vous... Alors, en fait, il y a des prévisions basses et des prévisions hautes. Donc, actuellement, le rapport du GIEC serait plutôt en train de revoir ses prévisions. Ce qui était la plus haute serait la plus basse. Et on parle de jusqu'à 7 mètres de niveau, enfin, d'élévation des niveaux marins, quoi. Donc, si les choses... je crois que c'est engagé de toute façon pour un changement radical. Et il nous faut imaginer notre avenir. Voilà, mais c'est très compliqué de parler de cela avec des personnes. Nous avons du recul. Enfin, moi, personnellement, j'habite à 7 mètres d'altitude face aux étangs. Je sais que je pourrais rester jusqu'à la fin de ma vie dans ma maison. Mais pour ceux qui ont des biens et qui ont une vie familiale et affective sur ce territoire, c'est très difficile à concevoir, quoi. Donc, voilà. Oui. Oui, bonjour. Oui, moi je voulais savoir, puisque vous êtes vraiment en lien avec tous les acteurs du territoire, comment justement les maires, les élus, en particulier le maire des Saintes-Maries, arrivent à prendre en compte cette histoire de montée des eaux. Comment concrètement ils l'intègrent dans la projection de son territoire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu une émission qui est passée récemment sur la 5 sale temps pour la planète. J'ai trouvé que la maire des Saintes-Maries de la Mer avait un discours assez fataliste en disant que, bien oui, de toute façon, depuis qu'elle était née, c'est une personne qui a une 50aine d'années. On lui parlait de l'érosion, de la submersion marine et qu'ils vivaient avec cette menace. Comme beaucoup certainement de stations ou de villages situés sur le littoral. Après, dans les faits, c'est très, très, très complexe. Parce que cela signifie que si les maires, qui ont quand même une vue qui est celle de leur mandat, communiquent sur ces changements, il va s'en suivre une dépréciation du foncier, qu'aucun de leurs concitoyens, aucun administré ne souhaite voir. Donc, ça va être la débâcle. Voilà, si à un moment donné, on dit dans 30 ans, tout va être submergé. Si les maires changent de discours en ne laissant pas croire ou imaginer qu'ils vont pouvoir défendre leur village et leurs concitoyens contre toute attente jusque dans un siècle, ça va être la débâcle, quoi. Donc aujourd'hui, ce qu'attendent les gens qui sont aux Saintes, qui vivent aux Saintes ou qui ont des maisons secondaires, parce qu'il y a beaucoup de maisons secondaires qui se situent aux Saintes,
c'est une position de défense. Voilà, c'est de la résistance. Or, ce qu'il faut, c'est plus que de l'adaptation, c'est inventer une suite. Voilà, écrire. Il y a un récit qui s'arrête là. Moi, le récit que je vous ai donné, c'est celui que j'ai un peu reconstruit au fil de mes recherches. Mais il faut imaginer la suite maintenant. Et donc, les parcs sont faits pour ça. Ce qui est intéressant. Donc, il y avait quelque chose de visionnaire dans ceux qui ont inventé les parcs. Mais le problème, c'est que politiquement, c'est très difficile d'avouer les choses pour les politiques et de formuler ces choses-là. Donc, on essaye de les accompagner, mais je pense qu'il y a beaucoup de réticence du fait qu'il y a des biens. Voilà. Le problème, c'est le problème économique, c'est le problème foncier, c'est la valeur que vont perdre les biens. Et alors, il y a certaines personnes... Alors, j'ai dit Camarguais, mais bon, les Camarguais, il n'y a pas d'autochtones. On a parlé... Il y a les autochtones, la Camargue a été vraiment peuplée à partir du XXe siècle de gens qui sont résidents vraiment. Il y a des familles, quelques-unes, voilà, qui peuvent se remonter à 4-5 générations de pêcheurs. Mais pour la plupart, ceux qui possèdent les biens aujourd'hui sont des personnes qui ont acquis les biens à partir de la Seconde Guerre mondiale, au mieux entre les deux guerres. Et donc, ils connaissent le territoire, mais sans être autochtones, avec ce savoir-vivre qui était celui qu'on avait au XIXe siècle, qui était d'accepter l'inondation, de reconstruire après, ou du moins de nettoyer la maison. Enfin, voilà, il y avait cette façon de vivre qui serait celle d'un autochtone qui serait en phase avec son environnement, elle n'existe pas en Camargue. Les gens qui sont là, ce sont ceux qui sont venus pour la résistance au moment où la Camargue était sécurisée et où ils vont justement chercher, alors soit la chasse, soit une vie secondaire, des vacances, la villégiature ou des ressources agricoles, oui. Mais dans une Camargue endiguée et totalement figée. Et parce qu'auparavant, l'espérance de vie était assez courte. Si je me oui, au début du XIXe siècle, ce que dit justement Poul, c'est que dans les années, lorsqu'il fait son enquête en 1817, l'espérance de vie est de 25 ans en Camargue, à cause des fièvres. Et il ne vit que des ouvriers. Les propriétaires des masses, ils sont à Arles, et ce sont des masses de rapports qui confient à des régisseurs qui emploient des ouvriers sur la place des hommes à Arles, et qui voilà, il n'y a pas vraiment de vie. On dit que nul ne naît ni ne meurt en Camargue. C'est bien dire que les femmes n'y donnent pas naissance et les personnes âgées quittent ce territoire parce qu'il est difficile à vivre à cause du climat et des fièvres, des moustiques. Et, voilà. Merci beaucoup, Estelle. Des applaudissements pour Estelle Roquette. Donc à présent, on va accueillir Catherine